Petite capsule vidéo pour accompagner Macro 8. Alors Macro 8 permet de s'insérer dans la fresque que nous avions fait sur les théories du chômage. Théorie du chômage qui était plutôt donc un chômage néoclassique, chômage classique par insuffisance de rentabilité, le salaire réel au-dessus du prix de marché, le salaire réel au-dessus de la productivité marginale, donc insuffisance de rentabilité pour les employeurs au fait d'embaucher. Le chômage keynésien plutôt conjoncturel dû à une insuffisance de la demande effective. Et donc, vous vous souvenez, mi-20e siècle, on était en gros sommé théoriquement de choisir entre l'un ou bien l'autre, le chômage étant donc soit à 100% néoclassique, soit à 100% keynésien. Et dans les années 50-60, on avait mis en place une sorte d'héritage keynésien, un courant de la synthèse keynésiano-classique, et nous avions vu dans la fresque sur les théories du chômage dans 10-22 que dans les années 70, vous aviez une école plutôt française, la théorie du déséquilibre, qui allait chercher des modèles explicatifs du chômage, des théories du chômage, permettant de penser un chômage comme étant en même temps pour une part néoclassique et en même temps pour une autre part keynésien. Et donc de penser la cohabitation des deux. Et vous vous souvenez, ça avait donné la typologie en 4 qu'on avait présentée, donc élargissement au-delà des deux théories initiales. Et dans les années fin 70, courant 80, vous avez également une tentative de synthèse. Alors là, c'est ce qu'on va appeler la nouvelle économie keynésienne, donc dans Macro 8. Et ce sont des gens qui sont globalement keynésiens, mais qui vont essayer de faire face à la critique récurrente des néoclassiques ou de leurs héritiers, disons, qui, dans les années 70-80, en particulier avec les monétaristes, la nouvelle économie classique, prennent de la force et qui leur reprochent en gros que leur macroéconomie n'a pas de fondement microéconomique. Alors, Keynes se retournerait un peu dans sa tombe, mais c'est une critique qui est forte, et donc nos auteurs, nos nouveaux keynésiens, là c'est ainsi qu'on va les appeler, vont essayer de faire une macroéconomie certes keynésienne, mais qui va paradoxalement débuter par des comportements individuels, rationnels, et un effet d'agrégation pour aller vers du phénomène collectif, et donc donner des fondements micro à la macro keynésienne. Donc, alors certains vont dire que ce n'est pas très keynésien, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans le débat, c'est ainsi que ça s'est produit. Alors nous, on ne va pas faire tellement la nouvelle économie keynésienne, mais ce qu'ils peuvent nous dire pour expliquer le chômage et essayer de régénérer un petit peu l'analyse. Et en fait, voilà, je ne l'ai pas précisé, mais je ne vais pas faire Macro 8 pendant 2 heures en vidéo, ce serait assez fourbe de ma part, mais c'est donc une petite capsule d'accompagnement pour faire passer les idées clés et ne pas vous laisser seul face à Macro 8 qui serait excessif, hein, je l'ai toujours dit, donc il faut bien que j'apporte quelque chose ici. Alors, ce sont des gens qui sont dans une optique keynésienne, donc c'est une économie à prix plutôt rigide à court terme, et en fait, ce sont eux qui vont faire beaucoup évoluer vers l'idée de prix visqueux. Vous vous souvenez, on en avait parlé avec l'image là des escargots, des gastéropodes, l'idée qu'à court terme, les prix sont fixes ou quasi fixes, et qu'à moyen long terme, les prix sont flexibles. Oui, c'est ça l'idée de prix visqueux, de sticky price, hein, c'est l'idée voilà, de cette double propriété entre le court terme et le long terme. Et donc les prix ici, ce sont plutôt les salaires, hein, dans notre préoccupation. Alors, ces auteurs, ces nouveaux keynésiens, pour analyser le chômage, ils vont faire appel à 3 notions d'asymétrie. Alors, c'est la deuxième que vous connaissez le mieux, hein, mais à chaque fois 3 notions d'asymétrie. Donc, on va présenter en général et leur application pour le chômage en particulier à chaque fois, donc pour chacune des 3. Hein. Alors, moi, je fais en suivant le plan du poli, et on ne va pas changer le plan, le but c'est de vous aider à lever le nez par rapport à ces masses et aller très très vite à l'essentiel. Hein. Alors, cela commence dans les années mi-années 70 avec Azariadis
et qui va mettre en avant la notion de contrat implicite. Et donc, il va reposer ici sur une asymétrie particulière, l'asymétrie dans l'acceptation du risque. L'acceptation du risque et dans l'asymétrie dans l'assomption du risque aussi, la capacité à l'assumer. L'assomption du risque, la capacité à l'assumer. Alors, l'idée chez les néoclassiques, c'est l'idée de complétude des marchés, c'est-à-dire qu'il existe un marché pour autant de marchés que d'états des biens, des services, donc un produit ici, un produit là-bas, ça vous fait plusieurs marchés, un produit aujourd'hui, un produit demain, ça vous fait un deuxième marché, donc autant de ce qu'on appelle des marchés contingents liés à la structure géographique, physique, temporelle du produit, voilà. Et donc ensuite, ils pensent les marchés articulés les uns aux autres. Il existe un système de prix unique, un petit coup d'économie à la Walras, là, et à ce moment-là, le problème de l'incertitude est réglé. Alors, Azariadis, qui est quand même rangé dans les nouveaux keynésiens, donc il va plutôt être proche de la façon de concevoir le temps et l'incertitude et les anticipations de Keynes. Et donc, il nous dit que face à l'incertitude, les agents sont tous averses au risque, ont tous une aversion pour le risque. Être averse, en un seul mot, au risque, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas le risque, voilà, ils s'en méfient. Simplement, il nous dit que les individus sont inégalement averses au risque. Il y en a qui ont une plus forte aversion pour le risque et il y en a qui ont une plus faible asymétrie, une plus faible aversion pour le risque. Donc il y a asymétrie dans l'assomption du risque qui est à la base. Alors, à partir de là, face à cette situation-là, il nous dit que les agents généralement passent des contrats. Alors des contrats explicites, sans préciser, sous-entendu explicites, c'est-à-dire qu'il y a des clauses pour essayer de, s'il y a tel ou tel effet, on doit se comporter comme ci, comme ça, on est bien d'accord que vous devez faire ci, vous devez faire ça, enfin tout ce qu'il y a dans un contrat de travail, un contrat de location, voilà un peu les droits et les devoirs entre les parties prenantes. Donc ça, c'est des contrats explicites, formalisés, qui ont un contenu, qui sont rédigés, si vous voulez, paraphés, signés, voilà, enregistrés des fois chez un notaire, type contrat de mariage ou autre, voilà. Alors ça, ce sont les contrats explicites, et Azariadis nous dit qu'il y a aussi des contrats implicites, c'est-à-dire des contrats qui ne font pas l'objet d'un acte explicite, et donc des prestations mutuelles que se rendent les parties contractantes et qui sont considérées comme en gros sous-entendues. On pourrait presque dire, si on osait, une sorte de convention pour se rapprocher d'une expression que vous connaissez. Donc là, il parle plutôt de contrat implicite. Alors ça, c'est la notion générale, donc aversion pour le risque, différencié, donc asymétrie dans l'aversion du risque, dans l'aversion au risque, des contrats pour essayer de réduire l'incertitude, sous-entendu explicite, et lui dit, mais il y a aussi des contrats implicites, c'est-à-dire des choses sous-entendues entre les parties qui ne sont pas formalisées, et c'est au moins aussi important si ce n'est plus. Alors, si on applique à cette idée de la symétrie d'attitude face au risque d'Azariadis au marché du travail, eh bien il nous dit il y a des contrats implicites entre les salariés et les employeurs. Les deux sont averses au risque, simplement les employeurs sont moins averses au risque et les salariés recherchent plus de sécurité, ils sont plus averses au risque. Et donc, ce que nous dit Azariadis, c'est qu'au-delà du contrat de travail, le contrat explicite, il y a donc, face à cette asymétrie dans l'assomption du risque, il y a donc un contrat implicite qui est passé entre l'employeur et son ou ses salariés. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que en situation d'expansion, l'employeur va éventuellement augmenter les salaires. En situation de dépression, l'employeur devrait baisser les salaires. Or, Azariadis nous dit les salaires sont rigides à la baisse, à court terme.
Donc, alors, comment expliquer ça rationnellement, par un point de vue microéconomique, et fonder microéconomiquement cette idée macro qu'on retrouvait chez Keynes? Eh bien, il nous dit en période de récession, les salaires ne baissent pas, alors qu'ils le devraient suivant la théorie néoclassique. Et en fait, il nous dit, eh bien, les salariés versent une sorte d'indemnité les employeurs versent une sorte d'indemnité aux salariés. La différence entre le salaire qu'ils perçoivent et le salaire qu'ils devraient percevoir selon les néoclassiques si en situation de chômage le salaire avait baissé. Donc il y a rigidité du salaire à la baisse. Et en contrepartie, pour maintenir les rémunérations, quand il y a une période d'expansion, eh bien l'employeur va peut-être augmenter, mais moins qu'il le devrait, les rémunérations, et les salariés vont accepter cela. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme s'ils cotisaient auprès de l'employeur assureur, comme s'ils cotisaient pour s'assurer face au risque de chômage en période de récession. Et donc, Azariadis nous dit, voilà, il y a un accord tacite, un contrat implicite entre l'employeur et les salariés, et donc c'est le fruit d'un comportement rationnel des individus, et il y a donc un fondement microéconomique rationnel à la macroéconomie keynésienne qui postulait la rigidité à la baisse des salaires. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de rigidité rationnelle des salaires à la baisse, et l'employeur, en situation de plus forte aversion pour le risque de la part des salariés, eh bien l'employeur joue un petit peu le rôle d'assureur face à ce risque, puisqu'il est lui-même censé en moyenne être moins averse au risque. Voilà, donc première analyse autour du chômage, une explication rationnelle individuelle micro à l'hypothèse macro-keynésienne, critiquée souvent comme étant ad hoc, hypothèse de rigidité à la baisse des salaires. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'ajustement en prix parce que les salaires ne baissent pas, il y a donc du chômage qui est un ajustement en quantité sur les volumes de travail et d'emploi. Voilà donc une explication du chômage et de l'absence de baisse des salaires réels et qui se traduit par un ajustement plutôt en quantité. Voilà. Deuxième axe de ces nouveaux keynésiens dans leur réflexion pour la partie appliquée au chômage, eh bien, ce qu'on appelle, alors c'est ce qui est la plus connue de vous, la théorie du salaire d'efficience, donc paragraphe 2 dans le Poli. Donc ici, on est chez Shapiro et Stiglitz, alors Stiglitz étant le plus connu. Et donc ici, nous avons une asymétrie d'information entre les agents. Et donc ce sont celles-là que vous connaissez le mieux, peut-être depuis le lycée, on s'en sert souvent en cours, on s'en est souvent servi en cours. Et puis vous avez lu à la fin du premier trimestre, je crois que je vous avais fait lire une semaine d'étiage un peu dans les lectures. Je vous avais donné la micro 8 avec le petit chapitre sur la micro de l'information avec la notice recto verso, là en résumé, à lire. Voilà. Donc, l'idée du salaire, du salaire d'efficience repose sur l'existence d'asymétrie d'information. Donc là, vous connaissez bien, je vais rapidement. Face ex ante, avant une situation d'échange, vous allez avoir une asymétrie d'information qui repose sur une information cachée. L'information n'est pas également partagée entre les parties prenantes à l'échange, ce qui peut générer un phénomène de sélection adverse. Et ex post, après l'échange, il peut y avoir une symétrie d'information reposant sur un comportement caché. Une des parties prenantes peut ne pas pouvoir observer exactement le comportement de l'autre partie, et donc cela peut générer des comportements qu'on appelle de hasard moral. Alors, on connaît donc en général ces situations, vous les avez vues appliquées à la banque, à l'assurance, un certain nombre de situations, et l'idée c'est d'utiliser ces notions pour essayer d'expliquer le chômage et donner des fondements un peu rationnels à la macroéconomie keynésienne du chômage. Donc, si on fait ce travail-là, eh bien, le
ça va déboucher donc sur la notion de salaire d'efficience. Alors cette notion, c'est l'idée que, repensez dans une entreprise, l'employeur va avoir tendance, pour attirer les meilleurs, parce qu'il ne sait pas où sont les meilleurs salariés, donc victime d'une information cachée. Les salariés savent s'ils sont bien qualifiés, bons travailleurs ou pas, l'employeur moins. Donc face à cette information cachée, ex-ante, eh bien l'employeur va proposer des salaires plus élevés que le prix de marché pour essayer d'attirer à l'embauche un maximum de candidats et peut-être les meilleurs dans le lot, s'il sait les détecter. Bon. Et donc ainsi, il va éviter de sélectionner les mauvais, il va essayer d'éviter d'embaucher les mauvais, donc il va essayer de limiter les phénomènes de sélection adverse qui pourraient venir en conséquence. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y a un deuxième problème, c'est que ex post, une fois que le salarié est embauché, il est quand même plus payé que le prix de marché, et donc là, l'employeur est victime potentiellement d'une deuxième asymétrie d'information liée à un comportement caché. Il ne sait pas, une fois que le travailleur est employé, qu'il a dit qu'il était le plus beau, le meilleur et le plus sérieux, comment va-t-il se comporter au travail? Est-ce qu'il ne va pas se mettre à se la couler douce finalement, et il y aurait mal donne, on retomberait dans la sélection adverse. Et on aurait en plus un hasard moral. Donc notre employeur, eh bien, grâce à ce salaire plus élevé, il espère bien limiter les situations de comportement caché entraînant du hasard moral, puisque si jamais le salarié embauché ne tenait pas les promesses de l'embauche, à ce moment-là, il serait renvoyé, et il serait renvoyé au chômage, ou au mieux sur un autre travail dans une autre entreprise, un autre emploi pardon, dans une autre entreprise, mais payé au prix du marché, c'est-à-dire moins. Donc face au risque de perte encore plus élevé que d'habitude en situation d'être mis au chômage, eh bien le salarié embauché va donner le meilleur de lui-même, généralement pour essayer de rester. Et donc ce salaire d'efficience, vous le connaissez à travers peut-être l'exemple le plus célèbre chez les lycéens et les étudiants en SES et ESH, c'est le fameux $5 a day de Ford. Hein. Souvenez-vous, Ford qui fait un taylorisme exacerbé, qui standardise les pièces et les produits, qui met en place le convoyeur pour limiter les mouvements, les pertes de la circulation des pièces. Donc ça fait certes des gains de productivité potentiels, mais quand il met ce système en place, il explose son turnover, tout le monde s'en va, c'est l'enfer, il préfère encore les bonnes usines tayloriennes où c'est pas très drôle, mais chez Ford c'est pire, quoi. Et donc c'est un échec complet, et il ajoute, c'est son idée finalement, il ajoute sa quatrième composante, il met $5 sur la table là où en moyenne c'était de 25, de 5, et il leur dit, certes, bon, il leur dit pas comme ça, enfin, ça revient au même, le marché, certes, c'est abrutissant, mais avec $5, est-ce que vous ne le regarderez pas différemment? Et à ce moment-là, il va y avoir un rush à l'embauche, il va pouvoir sélectionner parmi les meilleurs, hein, il aura plus de choix, et ensuite, une fois qu'ils sont embauchés, qu'ils sont dans l'entreprise, eh bien, il va pouvoir plus facilement les garder et réduire le turnover, ce qui s'est passé effectivement, parce qu'ils voudront rester, ne pas partir, et donc c'est toute la métaphore maintes fois évoqué, si vous ne l'avez pas vu, il est encore temps, hein, de cet extrait des temps modernes, les Chaplin, voilà, où vous avez les conséquences et la traduction du Fordisme et du salaire d'efficience. Donc ici, notre employeur paye plus cher, rémunère plus cher le travail que le prix du marché. Il ne va pas baisser le salaire, sinon les gens vont abaisser leur productivité. Et donc vous avez, avec le salaire d'efficience, une explication rationnelle de la rigidité des salaires à la baisse, hein, pour une deuxième fois. Et donc, nous avons une explication rationnelle, microéconomique, qui fonde l'hypothèse macroéconomique keynésienne que les salaires sont rigides à la baisse. Voilà. Donc, avec cette deuxième famille d'asymétrie, deuxième explication rationnelle de la rigidité des salaires à la baisse. Troisième explication, troisième axe d'explication du chômage reposant sur un troisième type d'asymétrie,
c'est paragraphe 3, donc dans la page 7, ce qu'on appelle le modèle Insiders-Outsiders, qu'on doit à Lindbeck et Snauer en 1988. Alors là, il y a directement l'application de la symétrie à la situation du travail et du chômage. Il n'y a pas une notion générale et ensuite ils vont appliquer. Donc l'idée, c'est qu'ici, il y a une asymétrie non pas d'assomption du risque, non pas une asymétrie d'information, mais une asymétrie de position entre les agents. C'est la troisième asymétrie, alors de position des agents sur le marché du travail. Il y a d'une part, première catégorie d'agents, les insiders, qui sont les salariés qui sont dans l'entreprise, inside, voilà, comme ça vous révisez votre anglais en permanence. Et à côté de ça, deuxième révision, dans les outsiders, c'est ceux qui ne sont pas dans l'entreprise et ceux qui sont à l'extérieur de l'entreprise, peut-être qu'ils voudraient y entrer, mais en tout cas ils sont à l'extérieur, sous-entendu, ils sont pour nous en situation de chômage. Voilà. Et donc à partir de là, il y a une asymétrie de position entre les insiders et les outsiders. Et donc, notre employeur, du point de vue de son comportement individuel, va développer des comportements qui vont concourir à expliquer au moins une partie du chômage et à donner des fondements rationnels microéconomiques à l'hypothèse macroéconomique d'explication du chômage par la rigidité des salaires à la baisse, chez Keynes. Donc, ici, eh bien, notre chef d'entreprise, il va avoir tendance, nous disait Lindbeck et Snauer, à satisfaire en premier les insiders dont il a besoin. Il va préserver les bonnes relations avec eux, il les connaît, même s'ils ne sont pas parfaits, mais en force, il a le mode d'emploi, il sait leurs forces et leurs faiblesses, comment il peut les utiliser, qu'est-ce qu'il peut leur confier comme tâche, s'ils ont bon, mauvais caractère, comment il faut les prendre, enfin, vous voyez, tout ça. Donc, il voit un petit peu qui sont les gens, et donc, il va avoir tendance, finalement, à ne pas les laisser partir, sauf exception, parce que quand même recruter quelqu'un, c'est coûteux et c'est long, et ça désorganise. Et puis, on n'est pas sûr que la greffe prenne avec les salariés déjà là, donc il va essayer de chouchouter un peu, entre guillemets, plus ou moins ces insiders. Donc, il va plutôt les bien payer, peut-être les payer un peu mieux que le salaire d'équilibre sur le marché du travail du point de vue néoclassique. Et donc, en contrepartie, il attend un petit peu un investissement, un attachement en gros à l'entreprise qu'il veut rémunérer. Et notre même chef d'entreprise, il va essayer de limiter l'embauche des outsiders parce que, par hypothèse, s'ils ne sont pas au boulot, c'est qu'ils sont sûrement moins efficaces ou qu'il y a, même s'il ne sait pas pourquoi, en tout cas, ils sont peut-être moins employables. D'accord. Et surtout si le chômage en plus s'allonge, alors là, il y a le soupçon, c'est le soupçon qu'il y a un problème, même si on ne sait pas lequel. Donc, notre employeur va essayer de choyer un peu ces insiders et au maximum de ne pas trop traiter avec les outsiders. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous avez une explication rationnelle, microéconomique de la rigidité des salaires et du fait que les salaires aussi soient supérieurs à ce qui serait le prix de marché suivant les néoclassiques, eh bien voilà, il surpaye les insiders pour ne pas qu'ils partent et il se méfie, il laisse au chômage autant qu'il peut les outsiders dont il maîtrise mal la productivité. Voilà, et donc on est au cœur des questions d'employabilité ou d'inemployabilité. Et donc, ceci va être lié aussi au développement du chômage de longue durée, qui va devenir peut-être un marqueur stigmatisant et qui fait que plus vous êtes au chômage, à la limite, plus on devrait vous aider. Mais en fait, comme plus vous êtes au chômage, il y a le soupçon d'une employabilité croissante qui se fait jour, et donc moins on finalement va vous aider, et plus vous allez vous incruster dans des situations de chômage. Et donc le retour à l'emploi va être difficile. Alors, il y a une sorte de corollaire qu'on appelle l'effet d'hystérèse, qu'on doit à Olivier Blanchard et Larry Summers, mi-80. Alors l'effet d'hystérèse ou d'hystérésis. L'hystérèse, c'est quand vous avez un phénomène qui produit une conséquence, et que lorsque le phénomène causal disparaît, la conséquence reste. On dit à ce moment-là qu'il y a persistance de l'effet sans la cause, qui a un effet donc
d'hystérèse. Et donc ici, cet effet d'hystérèse, vous pouvez facilement y faire référence en pensant aux situations où vous avez la conjoncture qui est dégradée et vous allez avoir des gens qui vont être licenciés, des CDD non reconduits, voilà. Et donc vous avez le chômage conjoncturel qui augmente. Et ce que nous disent Blanchard et Summers avec l'effet d'hystérèse, c'est comment le chômage conjoncturel peut se transformer et alimenter un chômage qui devient structurel. Hein, puisque lorsque vous avez un choc négatif qui affecte les travailleurs, ils tombent au chômage, et si ce chômage tend à durer, l'employabilité se dégrade, et donc on l'a dit, elle devient un marqueur, un stigmate en quelque sorte, et l'employeur devient soupçonneux sur le CV, il voit des trous, qu'avez-vous fait, ou si vous ne le demandez pas, il se demande si vous n'avez pas perdu un peu la main, des compétences, si vous n'êtes pas obsolète techniquement, pas à jour sur des connaissances, de fiscalité dans des bureaux, enfin, que sais-je, quoi, ou un tour de main. Et donc, à ce moment-là, il a tendance à éliminer la candidature de ces gens-là. Et à ce moment-là, nos chômeurs conjoncturels, qui y étaient pour un petit temps, risquent d'y être pour de plus en plus longtemps. Et plus ils vont rester au chômage, moins on va plus ils vont être outsiders, pour employer une expression précédente, et plus, en gros, le chômage conjoncturel risque d'alimenter un chômage structurel qui, en gros, lui, si la conjoncture repart quelques mois plus tard, eh bien, le chômeur structurel, si je puis dire, il restera au chômage, et on risque même d'avoir, à la limite, une petite pénurie d'emploi, alors qu'il y a des gens au chômage, mais ce ne sont pas les mêmes, d'être devenus un outsider. Et donc, on pense que c'est pas possible de vous embaucher, alors peut-être à tort, hein, voilà, mais c'est la situation. Et donc, vous retrouvez la prescription de ces nouveaux keynésiens qui, face aux situations de chômage, insistent beaucoup sur l'employabilité, et donc ils disent, comme le chômage conjoncturel risque de devenir structurel, il faut, selon eux, en termes de politique économique, à tout prix essayer de maintenir l'employabilité, donc peut-être par des flexibilités fonctionnelles pour éviter que les gens tombent au chômage, ou alors si les gens sont en situation de chômage, il faut essayer de tout faire pour que la situation soit la plus brève, la plus courte possible, pour qu'il n'y ait pas de dégradation de l'employabilité et qu'il n'y ait pas d'effet d'hystérèse et glissement d'un chômage conjoncturel à un chômage structurel se transformant en exclusion. Et à la limite, vous pouvez, c'est pas nouveau keynésien, mais vous pouvez déclencher programme Castel, disqualification, désaffiliation, enfin voilà, tout le fun d'exclusion progressif, là, d'exclusion sociale à partir de l'exclusion du marché du travail. Vous pouvez même synthétiser, c'est l'esprit, hein, avec ces approches plus sociologiques qui parlent un peu de la même situation avec un autre angle d'attaque. Voyez. Et donc vous avez donc ici, avec ces nouveaux keynésiens, qui donc sont dans le contexte de prix rigides à la baisse ou de prix visqueux, en tout cas rigides à court terme et même si flexibles à moyen long terme, et vous avez clairement une réponse aux monétaristes et surtout aux nouveaux classiques qui disaient les théories keynésiennes, ça ne tient pas la route parce que vous supposez les prix rigides, mais vous ne le prouvez pas, on ne sait pas d'où ça vient. Et donc, nos nouveaux keynésiens ont dit, ok, on se retrousse les manches et on va vous montrer qu'il y a des fondements micro à la macro, des explications rationnelles à cette rigidité à la baisse des prix et des salaires en particulier. Et donc, par 3 fois, en utilisant 3 types d'asymétrie, hein, nos nouveaux keynésiens, donc avec une méthode finalement assez similaire et le recours aux asymétries, eh bien, nos nouveaux keynésiens vont expliquer la rigidité à la baisse des salaires par des comportements rationnels des agents économiques. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, les employeurs. Voilà, donc voilà un petit aperçu pour vous aider et qui peut être assez opérationnel et c'est assez, je crois, vous y jetez un œil, c'est assez facile à mobiliser, alors de façon plus ou moins ample, vous n'avez pas récité les 3, mais vous pouvez piocher dans l'une ou l'autre de ces 3 catégories, labelliser ça nouveau keynésien, ne retenez pas forcément tous les noms, associer un nom peut-être à chaque
à chaque grand type d'asymétrie et faites bien attention à nommer la symétrie. Et donc, ouais, ne retenez pas par cœur, hein, mais essayez de jouer, de voir qui est avantagé, qui l'est pas, qui a plus, qui a moins, de repérer où est la symétrie. Voilà, et ça vous permettra de compléter votre panorama des grilles explicatives du chômage. Voilà, allez,